parfois pour la radio, quand l'un ou l'autre journaliste veut une intervention, quand Claude a lancé un nouvel modèle ou comme ça. Oui, mais pas d'entretien d'1 heure. Ça, j'ai jamais fait. Vous êtes un peu stressé ou Oui, un peu. C'est une conversation, hein, donc il faut voir ça comme si on était dans un bar. Ok. On discutait d'IA. Ça va. Parce que je pense que c'est assez intéressant l'IA ces derniers temps. Tout le monde parle de l'IA, le buzz de l'IA. Effectivement, tout le monde parle de l'IA depuis la fin 2022, avec plus ou moins, avec le lancement de ChatGPT. L'IA, bien sûr, a commencé beaucoup avant cette date. Mais c'est quand même important, je pense, 2022, le lancement grand public en fait, un chatbot qui est... qu'est-ce que c'est en fait? ChatGPT, c'est un chatbot qui est couplé, qui est une interface, si vous voulez, à un grand modèle de langage, comme on dit, large language model en anglais. Donc, on dit ça. Maintenant, les large language models, ça, c'était pas nouveau dans notre métier. Donc, on connaissait déjà depuis 2018, plus ou moins, donc 5 ans avant. Et aussi, ça date les premiers principes qui sont derrière, donc le modèle stochastique, donc le modèle qui va prédire les mots, le mot suivant, ça date des années 40, 50. Au même moment, il y avait des gens dans l'informatique, Claude Shannon, un des premiers fondateurs en fait de la théorie de l'information aussi, qui déjà parlait dans un papier de 1048. Il parlait déjà du principe de la prédiction sur les caractères, en fait. Juste, si je ne sais pas, on lit en anglais TH, oui, c'est le E qui va venir. C'est pas un G qui va venir après. Oui, voilà. On peut prédire ça. Donc, dans l'informatique, il y avait déjà ces premières idées qui tournaient depuis beaucoup d'années. Et aussi dans la linguistique, donc plutôt la linguistique distributionnelle dans les années 50, Zalek Harris et d'autres qui ont déjà publié sur aussi une façon de représenter le langage à travers la prédiction, en fait. Donc, ces deux idées, la même idée, mais dans plusieurs disciplines, étaient déjà là. Maintenant, on est 80 ans plus tard, les développements niveau hardware, donc les ordinateurs sont beaucoup plus puissants. On a aussi les algorithmes qui ont changé, donc la façon de programmer ces machines d'appréciation. C'est amélioré, donc ça s'est beaucoup amélioré. Donc on a vraiment vu une sorte, les dernières années, même pour nous, dans la discipline, moi, je suis active plutôt dans la linguistique computationnelle et aussi le traitement automatique des langues. Donc voilà, on connaissait la vague statistique dans les années 2000, 90, 2000, c'était vraiment à la mode de créer des modèles de langage, on appelait ça comme ça, stochastique, pour prédire le mot qui suit. Mais pas encore avec des réseaux neuronaux. Donc là, ce qui est maintenant prédominant, là, en fait, on gardait juste des calculs. Donc, on avait un long texte, et on gardait les statistiques. Ce mot, tellement a apparu, je ne sais pas, 10 fois après cette mot. On avait des statistiques et on calculait avec les probabilités. Après, en 2010, plus ou moins, l'idée est venue, parce qu'aussi il y avait eu des nouvelles hardware, etc., d'utiliser les réseaux neuronaux, qui aussi n'étaient pas nouveaux, on le connaissait dans les années 80, etc., mais de les utiliser pour prédire, en fait, cette statistique, pour ne plus compter, mais prédire. La statistique même. Donc là, ça c'était nouveau et ça a tout bousculé, si vous voulez, de vraiment avoir un modèle puissant, sans aussi, parce qu'avec la statistique et les probabilités, le problème c'est que beaucoup est,
Donc, il y a beaucoup de choses qui n'apparaissent pas très souvent aussi. Donc, il y a une queue très longue. Yeah. Oui, donc je disais, le problème avec les modèles pré-neuronaux, donc avant les réseaux neuronaux ont été appliqués à la modélisation du langage, c'était qu'il y a beaucoup de... donc, si je veux dire quelque chose de nouveau, c'est pas... il y a des combinaisons de mots que j'ai jamais observées avant. Oui. Hein? Donc, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Donc, si je comprends bien ici, c'est essentiellement des probabilités. Oui. C'est des probabilités, on fait des calculs de probabilités pour prédire ce qui arrive par rapport à une base de données avec une historique. Une base de données... Non, allez, une base de données, c'est pas le bon mot. Allez, avec... la probabilité qu'un mot arrive après un autre, sur la base d'un pattern, oui, effectivement, permet de déterminer, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y a en anglais, s'il y a un T et un H, le mot le plus probable, c'est certainement un E. Parce qu'il y a eu statistiquement plus de E qui sont arrivés après un T et un H qu'un A ou un G. Et là, on modélisait toujours avec une fenêtre de peut-être 3 caractères, T, H et le E. Oui. Maintenant, la fenêtre des mots, c'est énorme. Ça aussi, ça a avancé beaucoup. Donc, on a des fenêtres de milliers, milliards de tokens. Et ça, c'est extrêmement puissant. Oui, donc on va, avant d'aller peut-être un peu plus loin, ici je pense que les auditeurs, ceux qui nous suivent comprennent qu'aujourd'hui on est dans un cadre un peu spécial, donc ici on est arrivé à l'université de Namur parce qu'on veut parler de l'intelligence artificielle. Il y a eu un gros buzz sur l'intelligence depuis 2023, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec la sortie de ChatGPT, mais en réalité ceux qui travaillent dans le domaine, comme vous, dans la recherche fondamentale en IA, on sait que l'IA, en tout cas les recherches dans l'IA existe depuis les années 40-50. Effectivement. Mais le gros mot qui est arrivé, le gros buzz médiatique qui est arrivé avec la sortie de ChatGPT en 2023, c'est le fait qu'on ait pu voir qu'une machine, première fois, pouvait avoir un langage humain. On parlait avec un humain, comme avec une machine, comme si on parlerait avec c'est du texte, bien évidemment, mais c'est une sensation humaine. Mais avant d'arriver, je pense que le cumul, c'est d'arriver à ce que ChatGPT a apporté en 2023, mais il faut comprendre d'abord un tout petit peu le contexte. Donc, la recherche, d'abord, vous, votre domaine d'expertise dans la recherche, vous faites des recherches sur quoi exactement? Donc, nous, dans notre équipe, ici à Namur, on travaille sur des systèmes multi-agents. Donc, il y a plusieurs agents qui agissent dans le monde, qui développent leur propre langage. Donc, c'est un système distribué, avec des petits robots, souvent, ou soit des logiciels, donc simulés, qui vont résoudre une tâche qui requiert la communication. Et pour résoudre cette tâche, ils vont donc créer à la fois les structures conceptuelles, donc les catégories, les concepts dont ils ont besoin, et le langage, donc comment l'exprimer, donc des mots, des façons de créer des phrases, le syntaxe, etc. Donc ils vont en fait créer ça eux-mêmes. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça a deux idées derrière. Donc d'un côté, pour mieux comprendre le langage humain, donc on fait aussi de la recherche fondamentale sur les mécanismes qui sont derrière notre langage. Donc, comment est-ce le langage a en fait évolué. Donc, on prend une perspective évolutionnaire, un peu comme Darwin, Charles Darwin, qui parlait déjà en fait de l'évolution du langage aussi, lui, dans ses travaux. Oui, voilà. Et donc ça, c'est une partie très fondamentale. Donc on veut comprendre mieux les mécanismes derrière le langage, etc. Mais de l'autre côté, on fait aussi créer des systèmes informatiques qui sont des machines qui sont plus proches à la façon ou qui résonnent plus comme nous, donc qui nous ressemblent plus en matière de l'utilisation du langage, je dirais. Donc c'est essentiellement dans le domaine du langage alors que vous travaillez. Oui. Mais on va essayer d'abord vraiment de comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle beaucoup, comme je disais avec une émission présente, c'est que l'IA est mise un peu à toutes les sauces.
il y a ceci, il y a cela. Mais d'un point de vue scientifique, d'un point de vue de la recherche, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est juste des statistiques, ou bien c'est de l'informatique, c'est des statistiques appliquées à l'informatique. Oui, donc ça c'est une partie, je dirais, une sous-partie de la discipline de l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment une discipline, scientifique, où on étudie l'intelligence et comment simuler, si vous voulez, l'intelligence humaine dans des machines. Donc, ça a évidemment, le langage joue un grand rôle là-dedans. Maintenant, beaucoup plus qu'avant, en fait. Mais il y a d'autres processus, comme le raisonnement, qui jouent un grand rôle. Aussi, peut-être, comment et ça, c'est le côté multi-agent, là. Donc, comment un système distribué, comme les êtres humains, nous sommes beaucoup, mais on arrive quand même à collaborer, aussi dans l'évolution de l'humanité, à résoudre les tâches ensemble. Donc ça aussi, c'est une partie qui est étudiée dans notre discipline. Maintenant, ça existe depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire, quand on parle du fait que ça existe depuis longtemps, justement, l'IA classique, comme on les appelle, on parle de tout ce qui est modélisation prédictive, régression linéaire, tout ça, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des précurseurs de l'IA, ou bien c'est des domaines complètement... Non, ça... Donc, les termes que vous citez là, on dirait, il y a quelques années, maintenant, aujourd'hui encore, que ça appartient au champ du machine learning. Oui. Mais ça reste quand même c'est une sous-discipline de l'IA qui se base sur des statistiques, sur fitter en fait un modèle sur des données qu'on a. Maintenant, fitter un modèle, donc apprendre un modèle qui peut prédire le monde. Le monde, ça veut dire les données que le modèle a vues pendant l'entraînement. On appelle ça l'entraînement. C'est vraiment la matière pour le machine learning. L'intelligence artificielle, là, c'est en fait le parapluie au-dessus du machine learning. Là, en général, on essaie en fait, c'est quoi une machine intelligente? Est-ce que une machine intelligente, est-ce que vous direz, par exemple, je montre 10 photos d'un chat, différents chats, disons, différents chats. Maintenant, je montre une photo, une nouvelle photo, jamais vue avant, avec un chat dessus, et le modèle, c'est dire, oui, il y a un chat. Ça, c'est un peu le machine learning. Donc, on montre beaucoup d'exemples, on montre un nouveau exemple, un peu différent, mais qui est quand même dans la même distribution. On ne va pas tourner l'achat en l'envers. On ne va pas peut-être mettre le chat dans le noir. Ça, le modèle dirait non, ce n'est pas un chat, parce que je n'ai jamais vu de chat comme ça. Donc ça, c'est le machine learning. Maintenant, dans l'intelligence artificielle, on essaie, en général, on essaie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire, OK, on veut aussi être capable d'avoir des modèles qui savent reconnaître un chat, si on reste avec notre exemple, dans des nouvelles conditions. Dans des contextes différents. Même si c'est le même objet, le modèle doit être en mesure de le reconnaître dans des contextes différents. Apprendre un peu abstraction sur un autre niveau que juste... Je ne dis pas que c'est pas du tout impressionnant, ce que ça fait, juste le machine learning. On sait. Mais c'est vraiment... Je pense que le machine learning, c'est très bien dans l'industrie. Si je veux détecter une anomalie dans une ligne de production, par exemple. C'est très, très efficace. Ça va tout de suite dire, OK, ici, le produit, il y a un petit souci. Regardez, un être humain doit intervenir ici. OK, ça a vraiment un ajout industriel et pour la productivité. C'est très bien pour notre économie. Maintenant, pour vraiment créer une machine qui est intelligente comme nous, c'est-à-dire pour résoudre des problèmes, nouveaux problèmes complexes qu'on n'a jamais vus avant, on doit être capable de combiner d'une façon créative les connaissances qu'on a et aussi les capacités qu'on a. Donc, on a peut-être déjà appris à, je ne sais pas, reconnaître un chat. On a peut-être appris déjà à dessiner un chien. Maintenant, quand je vous demande, est-ce que vous pourriez dessiner un chat?
Mais vous n'avez jamais fait avant. On est capable. OK, peut-être le résultat ça dépend n'est de qui. pas. Oui, bien sûr. Mais vous voulez dire en général ce que je veux dire. Donc, ça, c'est intelligent. Maintenant, de résoudre un nouveau problème basé sur notre connaissance dans d'autres tâches ou d'autres contextes. Et comment est-ce qu'on arrive à aboutir à ça d'un point de vue pratique de la recherche, d'un point de vue de la programmation, j'ai envie de dire de la programmation. Comment est-ce qu'on implémente ça? Ce que moi j'ai compris, c'est que ici, pour passer justement à cette forme-là de recherche classique avec le modèle prédictif qui est assez stochastique et qui est assez contrôlé, à un modèle un peu plus avec des récits un peu plus complexes, en fait, on prend juste plusieurs modèles stochastiques qu'on pile les uns sur les autres, sur des layers différents. Ça, c'est une façon, mais on reste dans le stochastique. Finalement. Donc, ce n'est pas vraiment hors de ce cadre. Maintenant, une autre façon, mais c'est encore beaucoup de la recherche aussi, c'est de chercher une façon de combiner des primitives, donc des opérations primitives, comme par exemple un agent. En fait, l'intelligence, et ça va revenir dans la réponse, c'est très important de penser à encapsuler des capacités ou des connaissances et les utiliser d'une façon, comme j'ai dit, créative. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Nous, je peux parler de notre recherche ici. Donc, nous, on donne à nos agents déjà un inventaire d'actions basiques. Donc, par exemple, si on donne une photo, par exemple, il sait déjà séparer l'arrière-franc et le franc. Front and back end. Oui, donc il sait déjà background, foreground detection. Yes. Donc comme ça, il sait faire. Il sait peut-être déjà discriminer des contours. Donc ça. Donc des capacités basiques qu'on dirait aussi dans l'être humain sont des choses qui soit sont innées, soit se développent dans les premières semaines de la vie. Okay, donc on donne déjà des petites capacités comme ça, mais en fait, dans une tâche, par exemple, on a un papier qui est sorti récemment, on a une tâche où l'agent doit répondre à une question sur une photo. Donc, je pose une question. Combien de chats il y a sur la photo? Okay, donc, on parle... donc, si on veut créer un système intelligent un peu hors le cadre de la prédiction, pour aller plus loin, ce qu'on fait dans notre recherche, c'est vraiment, en fait, donner des opérations primitives à l'agent. Ça peut aussi être le API, donc ce qu'il est capable de faire. Donc, par exemple, il sait marcher devant, il sait prendre une photo, peut-être détecter les contours sur la photo, il sait lever son bras, donc c'est en fait les instructions qu'on peut donner au robot. Ça, vous pouvez imaginer ça comme les primitives qu'il a. Si on veut créer des agents intelligents qui vont un peu plus loin que seulement utiliser leur capacité de prédire le prochain mot ou aussi l'image qui est le plus probable après une autre image qu'il a vue, c'est important d'encapsuler l'intelligence dans des petits modules. En fait. Quand vous dites encapsulé, on parle de mémoire ou c'est une forme de mémoire? Non, une combinaison, je pense, de mémoire et capacité basique. Donc, par exemple, quand je dis à un agent combien de chats il y a dans cette image, il doit être... il reçoit l'image et cette question qu'il ne comprend pas encore le français, pas aucune langue en fait, mais il a déjà, dans une autre étape peut-être, il a déjà appris quelques concepts de base. Peut-être il connaît déjà les couleurs, il connaît déjà les formes, il connaît déjà peut-être des chiffres. Donc, comme réponse, je lui dis 2. Donc, il a la phrase, il a la réponse et il a l'image. Maintenant, ce qu'il va faire pour, en fait,
créer et pour arriver au chiffre 2 avec cette image et cette phrase, il va composer un petit programme modulaire. Donc, il va dire, OK, j'ai une photo, je vais séparer l'arrière-plan, le devant-plan, etc. Voilà, pour bien voir les objets qui sont dedans. Après, je vois les contours. Donc, il fait un programme, mais dynamique. Hein. Donc, il crée afin d'arriver au chiffre 2. Donc, il va discriminer des objets. Après, il utilise le concept peut-être de chien ou de chat ou de parapluie. Donc, il a son inventaire, mais il va les utiliser les uns après les autres d'une manière un peu intelligent aussi, parce que sinon, il y a beaucoup de concepts, donc ça peut exploser. Pour arriver au chiffre 2, là, il a un petit programme. Il va encoder le petit programme, il va le sauvegarder pour la prochaine fois. La prochaine fois, je demande combien de perroquets est-ce qu'il y a dans cette image. Okay, il a encore le programme d'avant. Il peut calculer en fait la différence. Et avec ça, d'une manière inductive d'un côté, donc induction, ça veut dire à partir des exemples, je vais extraire une règle plus générale, mais aussi abductive. Ça veut dire je vais en fait je vais faire des hypothèses. Donc je vais dire est-ce que vraiment ici peut-être il s'agissait pas de compter, peut-être je devais faire autre chose. Je fais aussi un choix. Donc ça, la combinaison de ces deux façons de raisonner, induction, l'abduction, combiner ça avec des dynamiques évolutionnaires. Donc on va ajouter à chaque programme, petit programme qui est en fait composé de plusieurs opérations en dessous, on va aussi associer un score. Donc, on va aussi toujours ajouter des scores, scores qui vont nous donner, pas à nous, mais à l'agent, une indication du succès. Donc, si un programme a bien fonctionné, oui ou non, dans la tâche de répondre à une question, la tâche de peut-être trouver le chemin dans un labyrinthe, on fait des tâches comme ça aussi. Donc voilà, et ce score va nous dire quelque chose sur le succès dans le passé, et aussi quand je réussis pas une certaine interaction, donc je peut-être je réponds faux à une question ou je n'arrive pas à résoudre telle ou telle tâche, je vais aussi punir en fait les programmes que j'ai utilisés. Donc c'est à travers de cette dynamique de punir et de récompenser. Récompenser les programmes, mais aussi les moyens linguistiques qu'un langage va émerger. Oui, parce que vous avez parlé tout à l'heure de modèles des neurones qui sont très populaires. On avait parlé du fait que, ce qui était intéressant de comprendre, c'était comment est-ce qu'on est passé des modèles stochastiques à ces modèles-là d'intelligence qui permettent de raisonner. Oui. Mais cette approche de travail-là, par rapport à ce qui est connu, ce que les gens connaissent beaucoup, on parle de deep learning, modèle de neurones, et puis il y a certainement d'autres modèles d'intelligence. C'est quel type de modèle que vous utilisez dans vos recherches? Ok. Donc, dans notre recherche sur les agents qui vont créer leur propre langage, on utilise aussi les réseaux neuronaux, mais d'une façon un peu innovante, je dirais. Donc, à la fois, on va combiner plusieurs petits réseaux, en fait, mais on the fly. Donc, si besoin... On va les combiner de telle façon. Hein. On a un réseau, par exemple, pour reconnaître des chats. On a ou pas des chats, mais reconnaître des objets, ou des événements. Un autre réseau qui va être capable de, dessiner un chat, donc, par exemple. Donc, on va isoler des capacités dans des plus petits réseaux, au lieu de prendre un grand réseau qui est capable de faire tout. Donc, on a ça, une sorte de modularité. Après, les concepts comme chat, chien, comme être étudiant à l'UNIF, les concepts peut-être aussi plus complexes que juste... On va aussi
avoir une représentation numérique pour ces concepts. Numérique, ça veut dire dans un vecteur. Oui. Comme, en fait, les vecteurs sont vraiment à la base de toute la vague des LLM, des Large Language Models. C'est la représentation numérique d'un mot, en fait, qui est utilisé avec des calculations de matrices très avancées. Donc ça, c'est vraiment la puissance, l'essence derrière tout ça. Donc, la représentation de base, c'est en vecteur. Oui. Chez nous aussi, pour les concepts en vecteur. On a aussi beaucoup expérimenté avec d'autres représentations. En fait, l'intelligence artificielle tourne beaucoup autour des représentations. Il s'agit de trouver une représentation, une belle manière de représenter la connaissance humaine, soit comme vecteur, mais là, il faut bien sûr... comment est-ce qu'on arrive à le vecteur d'un chat? Ça, c'est la question. Donc, on va faire ça. Dans notre approche, la grande différence, c'est que nous, on a des interactions. Donc, les agents vont apprendre leur langage et aussi le concept qu'en chat d'une façon interactive. Ça veut dire à deux, donc on est à deux, on voit un chat, moi j'invente un mot chat, vous voyez aussi le même truc. Peut-être pour vous, chat veut dire c'est un animal avec, je ne sais pas, telle couleur, telle taille. Peut-être pour moi ça veut dire non, c'est quelque chose qui fait miaou, donc on a une autre, c'est possible, une autre définition de chat. Mais à fur et à mesure, vous allez parler avec quelqu'un d'autre, moi aussi, voilà. On va découvrir, on voit d'autres chats, ce que ça veut dire. On va distiller en fait le prototype d'un chat. Ok. Et on va stocker ça, donc adaptivement, on change tout le temps les poids qui sont associés à chaque indice dans notre vecteur. On va apprendre ça. Et on va aussi, donc on a peut-être appris à reconnaître des chats dans une tâche. Maintenant, on va dessiner un chat. J'ai déjà appris à dessiner d'autres objets, d'autres animaux, mais jamais un chat. Mais c'est grâce à l'architecture modulaire qu'on peut maintenant cliquer en fait le vecteur de chat comme un input de notre réseau pour dessiner. Donc, ça, c'est un peu notre approche. Et c'est pas juste nous, c'est dans notre communauté, les Modular Neural Networks, c'est quelque chose qui... C'est avec des vagues, donc ça vient. Et voilà, maintenant, il y a aussi d'autres gens, c'est pas ici à Namur et à Bruxelles qu'on travaille sur ça. Mais c'est encore, évidemment, pas à l'échelle comme les Large Language Models. Oui, on va y revenir. Mais justement, ce qui m'intéresse de comprendre d'abord, c'est comment est-ce que... d'abord, est-ce que vous pouvez d'abord essayer de faire comprendre ce que c'est un modèle neuronal? Comment est-ce qu'un modèle neuronal fonctionne? Et comment est-ce que l'avenue des modèles neuronaux a impacté, en fait, a poussé la recherche de l'intelligence artificielle vers l'avant, un grand pas vers l'avant? Oui. Donc, le modèle de base, évidemment, il y a beaucoup d'avances. Il y a eu beaucoup d'avances les dernières années, mais le modèle de base, ce que ça fait, ça prend un input, quelque chose comme entrée numérique, donc une représentation numérique. Ça prend comme entrée soit un vecteur, soit un chiffre, quelque chose qu'un ordinateur sait lire. Voilà, ok, et ça va à travers des couches, donc il y a plusieurs couches avec des neurones. Évidemment, des unités, on peut dire, et ça va en fait... Et dans le réseau classique, c'est fully connected. Donc, ça veut dire, donc le neurone d'input est connecté à tous les neurones de la première couche. Après, les neurones de la première couche sont connectés à tous les neurones de la deuxième couche, etc. On peut ajouter des couches. Ça, c'est le deep learning. Ça veut dire faire beaucoup de couches. Après, sur les connexions, il y a des poids. Donc, pour aller à l'entrée, à la unité ou neurone dans la première couche, la première, deuxième, etc. Donc, chaque unité, chaque neurone a un poids associé.
Et ça, on va apprendre ça, donc les poids. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit apprendre. Et comment est-ce qu'on va apprendre? Donc, un réseau de neurones, c'est en fait un exemple du machine learning supervisé. Donc, ça veut dire, ça va apprendre à travers des exemples. Oui. Donc, on donne une image d'un chat, et après, ça doit dire, peut-être j'ai 2 classes, ou disons que, oui, je vais juste apprendre à dire si c'est un chat, oui ou non. Il va s'entraîner sur des données. Et puis... Oui, mais ce que je veux dire, le output, ça peut être binaire, donc chat ou non, ou soit tout un inventaire de classes. Hein, donc j'ai chat, chien, etc. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le output. Et là, ça va être aussi une probabilité. Hein. Oui. Donc le output va dire, OK, 90%, je suis sûr que c'est un chat qui est dans l'image. OK, soit 0%. Donc, je vais l'apprendre à travers, de l'exemple. Donc, au début, je ne sais pas. Donc, je vais juste donner l'exemple de chat. Voilà, et je vais updater, mettre à jour les poids chaque fois à travers des formules mathématiques très, très avancées. C'est un problème d'optimisation, de trouver les poids qui vont permettre à prédire ça correctement. Maintenant, donc ça c'est le modèle de base. Donc c'est assez simple. C'est toujours le même processus et ça c'est aussi l'attractivité. C'est un modèle classique, voilà, simple, bien décrit mathématiquement. Il y a la preuve, etc. On comprend très bien ce qu'il fait. Maintenant, depuis donc, les Large Language Models, ça c'est encore, on a eu l'idée le transformer qui est venu. On va y revenir justement. Oui. Et aussi les réseaux, donc le mécanisme de l'attention, donc de voir, en fait, ajouter plus d'attention. C'est bien sûr, ils ont bien choisi le mot parce que c'est un mot humain. Nous, on fait attention de bien mettre plus de poids, si vous voulez, sur certains mots et d'autres mots pour prendre ça, en fait, pour influencer la décision plus tard. Donc ça, ce sont tous des ajouts d'ingénieurs qui ont poussé ces réseaux de base vers les réseaux comme on les connaît aujourd'hui. Oui, donc il y a eu justement, vous avez parlé justement de ce architecture transformer qui a été publié par des chercheurs de Google dans un papier très fameux maintenant, Attention is all you need, et qui a été un catalyseur énorme parce que de ce que je comprends maintenant, ici vous allez peut-être nous aider à mieux comprendre ça, c'est que dans les recherches précédentes, les machines se contentaient de se rappeler de tout ce qu'ils avaient appris dans le passé. Et puis ça a demandé, je le dis peut-être très mal. Hein. Oui, un peu. Oui, mais continuez. C'est pour ça aussi que je suis là, que vous nous aider un peu à comprendre. C'est que les machines ne prenaient pas le contexte je vais le dire un peu abusivement comme ça, de ce qui est dit, ce qu'ils étaient en train d'apprendre. Maintenant, la recherche de Google des chercheurs de Google qui est arrivé vers 2010, je pense, je ne me rappelle plus très bien quelle année. Ça, c'est 2017, le Attention is all you need. C'est qu'ils ont apporté cette capacité justement à se focaliser, de prendre l'attention de la machine, à se focaliser sur des mots et à leur donner plus de poids pour donner un peu plus de contexte. Donc, c'est correct ou pas complètement. Donc, les modèles stochastiques avant les réseaux, on a toujours eu le contexte, un petit contexte de 3 mots, 5 mots, etc. avant. Mais la différence, c'est que là, chaque mot dans le contexte avait la même valeur. Ils ont changé ça. Donc, ils ont changé le fait que certains mots ont plus d'importance. Donc, en fait, une sorte de poids. Poids, ils ont rajouté un poids. Ça, c'est tout, en fait. Et bien sûr, conceptuellement, ça, c'était leur idée. De vraiment spécifier, parce qu'aussi, comme ça, dans les plus longues phrases, il y a pour les analogies, quand je dis lui, ça fait référence à qui dans le discours, etc. Donc, on peut apprendre ça aussi. Donc, c'était pas fondamentalement une révolution en termes
une révolution. C'était peut-être une nouvelle approche de travail qu'ils ont apportée. Oui, et une nouvelle architecture, hein, pour une architecture qui allait plus loin, où c'était possible d'attribuer des poids à des mots. Mais non, moi j'ai une question à vous poser par rapport à ça, c'est que je suis très intéressé de comprendre la dynamique qui est entre la recherche au niveau de l'académique et la recherche en entreprise. Oui. Parce qu'on a des entreprises comme Google, des grosses entreprises américaines, mais aussi en Europe aussi, qui investissent dans la recherche. Mais ce genre de, vous me direz si je me trompe peut-être, mais ce genre de breakthrough arrive souvent dans la recherche en entreprise. Je ne suis pas du tout d'accord si on regarde aussi l'invention des vaccins mRNA pendant le Covid. Oui. C'était une recherche très académique, pas reconnue pendant plusieurs années, juste au moment où c'est nécessaire. Donc, je pense en général, pas maintenant dans notre discipline de l'intelligence artificielle et les modèles de langage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chercheurs aussi dans ces entreprises qui ont des hardware, des infrastructures énormes à leur disposition qu'on n'a pas dans les universités publiques. Mais donc ça, c'est leur avantage, je dirais. Donc voilà, ils ont des équipes impressionnantes, tous alignés sur un flag moonshot, qu'ils veulent accomplir. Avec l'infrastructure, parce qu'ils ont les finances pour faire ça. Maintenant, dans l'université, on peut toujours jouer un rôle, je pense, pas en faire une copie de ce qu'il fait là-bas, parce qu'en fait, on n'est pas compétitif au niveau de l'infrastructure, etc. Mais on peut ajouter une autre approche et poser d'autres questions qu'ils ne posent pas. Parce qu'eux, ils ont peut-être un objectif fixe par rapport aux besoins, aux intérêts de la société. Oui, bien sûr. Ils sont en train de chercher. Mais vous, ici à l'UNIF, c'est peut-être un champ d'action un peu plus large. Oui, plus fondamental. À l'université, on crée des nouvelles connaissances. Ça, c'est notre mission. Évidemment, des connaissances qui peuvent contribuer à la société pas seulement industrielle, je veux dire, aussi à notre développement humain, etc. Donc, ça, c'est très différent. Donc, on n'a pas seulement une incentive économique derrière. Oui. Et aussi, ça nous permet on est plus libre de poser des questions un peu différemment. Et parfois d'arriver à des idées comme le Modular Neural Networks dont je parlais avant. Ça aussi, chez Google, il y a des gens, mais ils lisent nos papiers, je communique avec eux. Donc, qui disent, c'est une bonne idée, et voilà, on va voir. Donc, nous, souvent, on va fournir des graines, des idées, on a des petits prototypes, des explorations. On publie aussi. On publie, eux, ils publient parfois, mais pas tout, parce que aussi c'est leur intérêt de garder des secrets. C'est secret commercial. Nous, on publie, on partage avec la société. Et évidemment, les entreprises lisent leurs papiers et on communique avec nous, sont là sur les conférences, Donc, peut-être on a... on n'a pas les moyens, mais on a la liberté d'explorer. Et ça, c'est très différent. Et de penser dans 20 ans, où est-ce qu'on veut être. Donc, de vraiment penser sur le long terme. Et ça, ils n'ont pas, parce qu'ils ont leur investisseur, c'est différent. Mais justement, cette différence en termes de financement, ça se sent. On va peut-être parler un tout petit peu aussi de l'approche de l'Europe par rapport à la recherche. Est-ce que ça représente pour l'indépendance de l'Europe sur ce que moi j'appelle aujourd'hui la 4e révolution économique, n'est-ce pas ? La révolution des machines, ça commence avec ça. Oui. Mais de la perspective d'un inculte comme moi, j'ai envie de dire, on a l'impression que toute l'innovation et toutes les avancées significatives viennent des États-Unis. En termes des technologies, même au niveau par la pharmacie, etc. Il y a d'autres... Non, là je parle spécifiquement de l'IA, parce qu'ici on parle de l'IA. L'intelligence artificielle. Et j'ai l'impression que les Américains, ils ont... C'est pas une impression, ils ont plus contribué au fait d'avancer. Est-ce que on le voit au niveau de l'application parce qu'ils ont des grosses sociétés IT, mais est-ce qu'au niveau de la recherche fondamentale, est-ce que l'Europe
apporte réellement une contribution significative dans ce domaine-là qui peut être applicable aussi aujourd'hui directement dans le quotidien des gens, ou bien est-ce que l'Europe est encore un tout petit peu en retard, même au niveau de la recherche fondamentale? Je dirais pas en retard, peut-être en avance. Ouais, je veux dire, il y a 40 ans, vous voyez. Peut-être, effectivement, les États-Unis, ils sont très dominants. Donc aussi dans notre... je vais même en juillet à San Diego pour la conférence mondiale. Donc c'est... Ceci dit, l'année passée, ils sont venus à Vienne, en Europe, donc c'est pas toujours là-bas ce que ça se passe. Mais effectivement, les États-Unis sont bien présents. Maintenant, la Chine, en fait, je pense, les dernières années, on a vu, mais vraiment, un énorme influx des Chinois dans les conférences, dans les publications, etc. Vous les voyez dans les conférences? Ah oui, mais plus que la moitié, 55% des inscrits en Vienne l'année passée venaient des Chinois, de Chine. Les États-Unis seulement, l'Europe deuxième, parce que c'était en Europe aussi, les États-Unis après. Donc, c'est pas seulement les États-Unis, nos concurrents. Mais, si vous voulez parler de concurrence. Ce qu'on dit généralement, justement, quand on parle de cette trichotomie entre États-Unis, Europe et Chine, c'est qu'il y a un mème sur ça sur Internet, c'est que les États-Unis innovent, la Chine applique et l'Europe régule. Oui. Je ne suis pas beaucoup les réseaux sociaux, donc je ne connais pas tous les memes comme ça. Mais je pense... moi, je publie en fait avec, avec des gens des États-Unis, des chercheurs. Il y a une publication qu'on va présenter dans 2 semaines ensemble. Donc, il y a encore beaucoup de collaboration. C'est pas qu'on est... Bien sûr, on a peut-être... si je peux l'exprimer comme ça, un handicap. Ça veut dire on doit se battre beaucoup plus. On commence. Donc, surtout, maintenant, je publie avec des chercheurs de... Boulder, University of Colorado, Washington, etc. Donc, qui ont des instituts reconnus, des affiliations, voilà. Ici, la Belgique, c'est un petit pays, voilà. Oui. On vient de beaucoup plus loin, et aussi pour eux, ils ne nous connaissent pas. Donc, pour nous, arriver là-bas, et en fait, travailler avec eux, ça prend un peu de temps. Et aussi, on doit vraiment montrer des choses pour les convaincre. Mais une fois qu'ils voient, on est à la même playing field, on joue ensemble, je ne pense pas qu'on est vraiment derrière. Mais est-ce qu'au niveau du financement des universités publiques, parce que les Américains, je pense qu'on sait que les universités américaines sont très bien financées, est-ce qu'au niveau du financement de la recherche, ici, à Namur, ça peut être un peu partout en Europe, je veux dire, c'est des politiques au niveau de l'Europe, certainement. Est-ce que vous pensez que l'Europe a accès au financement à un niveau tel que, pour les chercheurs comme vous, que vous soyez en mesure de rester à la frontière de la recherche? Parce que l'IA, ça demande beaucoup de compute, mais les computes, ça doit aussi en avoir aussi au niveau des universités, peut-être. Bien sûr, pour arriver à un certain niveau, il faut aller au niveau des entreprises, mais est-ce qu'au niveau des universités... Donc, en Europe, il y a beaucoup d'initiatives aussi. En fait, la semaine passée, on a eu le kick-off du projet européen AI, Belgian AI Antenna. Donc, ça veut dire... Ce sont des fonds européens que presque chaque membre État a reçu de l'argent, dans la Belgique aussi, impressionnant, pour en fait aider les entreprises, c'est directement en fait pour stimuler l'adoption de l'IA dans l'économie belge et pour avoir accès à des clusters, à des infrastructures pour tourner leurs modèles, pour entraîner en fait des modèles d'IA avec une haute performance. Donc ça, il y a de l'argent qui va directement vers les membres États pour vraiment ouvrir l'accès à l'infrastructure. On a des clusters vraiment en Europe aussi impressionnants. Maintenant, aux États-Unis, c'est pas toujours, mais beaucoup, surtout pas, de l'argent public, en fait. C'est du secteur privé. Oui, c'est privé, mais aussi, si c'est le secteur public, c'est la défense. Donc là,
moi, j'ai collaboré beaucoup avec des gens qui ont reçu des financements pendant 20-30 ans de la défense, mais vraiment des sommes énormes pour avancer les modèles de langage. Ça a commencé pendant la guerre froide, pour avoir des technologies pour écouter les Russes, voilà, etc. Donc, pour pouvoir déchiffrer tout ça. Donc, c'était toujours la défense qui a beaucoup investi. Maintenant, en Belgique, ça a beaucoup changé les 2 dernières années aussi. Donc, on a vu des fonds, financements qui se sont ouverts directement de la défense ici en Belgique. Donc, on peut solliciter des fonds maintenant pour faire ça. Oui, je pense juste que oui, c'est plus distribué. L'Europe, on a tellement de pays qui ont toute leur souveraineté, leur gouvernement. Mais en Belgique, plus compliqué qu'ailleurs. Donc voilà, c'est aussi ça, je pense, donc le contexte est très différent. Oui, mais pour vous, je pense que quand vous faites des recherches sur des domaines comme l'IA, vous sentez que vous êtes en train quand même de travailler sur quelque chose de très significatif. Oui, qui peut changer l'industrie, l'économie, transformer l'économie réellement des prochaines années qui vont arriver. Mais vous avez envie justement d'être sûr de contribuer, d'être au premier plan. Oui, j'ai l'ambition de contribuer sur le premier plan et ma stratégie, c'est plutôt de le faire à travers des bons articles donc, scientifiques. Donc, que je contribue sur soit des revues internationales de premier plan que tout le monde lit, on espère. Au moins, ChatGPT les lit. Non, je rigole. Mais voilà. Mais aussi sur des conférences mondiales, pour vraiment montrer voilà ce que je fais, mais des articles pas basés sûrement sur des idées, mais aussi sur une implémentation accessible. Donc, j'ai aussi plusieurs soft logiciels, des packages que je distribue, que les gens peuvent utiliser pour un peu... voilà, c'est ça ce que je peux faire. On a une petite équipe ici, très modeste en termes de membres. Voilà, mais on essaie de se battre sur le niveau le plus élevé à travers du bon travail. C'est ça. Donc, pour vraiment faire la distinction. Maintenant, on va revenir un tout petit peu sur ce qu'on disait par rapport au modèle qui est sorti avec le fameux papier de Google, Attention is all you need. J'ai lu un article, une interview de Sergey Brin, un des cofondateurs de Google, qui avait dit que c'était un des plus grands regrets de Google de ne pas... Ils ont publié ce papier-là, mais n'ont jamais vraiment implémenté quelque chose de pratique avec. Mais ça, c'est arrivé avec OpenAI, qui ont pris cette approche, cette infrastructure Transform, et qui l'ont implémentée à une échelle énorme. Maintenant, est-ce que vous serez en mesure d'abord de nous aider à comprendre, quand on parle de large language models, c'est quoi exactement Large Language Models Oui, donc la définition est parfois différente, mais je dirais un Large Language Model, c'est vraiment un modèle donc prédictif pour prédire le mot suivant en utilisant une technique d'échantillage. Donc, en échantillonnage, on va... En fait, c'est une technique statistique. On va prendre le mot d'une distribution des mots suivants. Mais le large, ça vient d'une façon de l'architecture, mais plus des données. Donc, ça, c'est ce qui a changé tout, encore plus que l'architecture. C'est la combinaison, parce que ce n'était pas possible sans l'architecture. Mais ils ont pris tout l'Internet, vraiment tous les textes de l'humanité. Tout ce qui existe sur Internet aujourd'hui. Tout ce qui existe, voilà. Et voilà, ils ont appris leur modèle là-dessus, en prédisant chaque fois le next token. Et c'est incroyable, et personne l'a vu, en fait, avant, il y a 10 ans, que c'était possible. D'abord, d'une technique d'ingénieur, que c'est possible aussi d'entraîner un modèle si grand. Avec autant de données. Autant de données, ça. Voilà, mais aussi qu'on arrivait à telle performance. C'est vraiment l'effet de la taille.
Et ça aussi, maintenant, les grandes entreprises, comme Meta, etc., on a vu, en fait, quelqu'un à Seattle qui est impliqué dans Meta, il nous dit, voilà, on essaie de construire des modèles plus petits, parce qu'aussi moins gourmands, voilà, l'énergie, c'est incroyable le montant d'énergie que ça consomme. Donc ils sont en train aussi, économiquement pour eux, ils essaient de construire des modèles plus petits, mais ça n'a pas la même performance. C'est vraiment cet effet... D'une quantité de données. Oui, les quantités de données, c'est énorme. Les capacités qui en sortent après, ça, et on ne savait pas, en fait, avant. Vous avez été surpris quand ils ont... Oui. Surpris, plutôt, j'étais impressionnée de leur... Parce que c'est vraiment un système bien ingénieré. Donc, oui. C'est bien pensé. Oui, bien implémenté. Donc, aussi, la vitesse avec laquelle ça fonctionne, ça, je trouvais, c'est incroyable de faire ça instantanément, presque. Pour tout le monde. Donc, plutôt le niveau d'ingénieur, ça, je trouvais impressionnant. Mais aussi les capacités, oui, c'est impressionnant. Donc, on a parlé de la Chine tout à l'heure et on a parlé du fait qu'ils étaient de plus en plus présents dans les conférences et tout ça. Et la sortie de ChatGPT en 2023, ça a lancé une sorte de frénésie dans toutes les grandes entreprises. Et puis est venu DeepSeek. DeepSeek qui est sorti, je ne sais plus très bien quand c'est sorti, parce que les gens comme Elon Musk et tout ça, ils ont établi comme réalité qu'il fallait avoir des milliards de dollars pour pouvoir être en mesure d'entraîner avec ces données aussi énormes. Donc il fallait investir en CPU, il fallait investir en des serveurs... GPU, pardon, c'est ça, dans des GPU et puis dans des serveurs, des sommes colossales. Et même on dit que c'est ça qui est en train c'est même pas on dit, c'est la vérité, c'est que c'est ça qui est en train d'entraîner l'économie américaine aujourd'hui vers l'expansion. DeepSeek est arrivé à faire le même résultat qu'à l'époque GPT-4. Avec une fraction, c'est peut-être 1 ou 2% du coût. Ça représente quoi DeepSeek quand c'est arrivé que c'est pas si magique que tout le monde, pas tout le monde, mais avec un peu de connaissances. Et aussi, ça a démystifié pour beaucoup de gens, parce qu'avant, OpenAI, ils ont toujours poussé un peu la narrative que voilà, c'est magique. On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est pas vrai, en fait. Il y a des manuels moi aussi, je donne cours sur ces thématiques. On sait très bien les bases, donc les architectures, comment les paramètres, etc. Comment entraîner, on sait très bien comment faire ça. Donc, c'est pas du tout un mystère. Donc, DeepSeek a surtout montré que c'est pas en secret l'architecture et la façon d'entraîner un LLM. Et on pourrait le faire avec les moyens plus modestes. Maintenant, bien sûr, ce qui consomme beaucoup d'énergie chez OpenAI, chez Microsoft, etc., c'est aussi l'inférence. Donc, ça veut dire de tenir les modèles là, dans le cloud, disponibles à chaque moment pour chacun, et d'avoir donc des appels tout le temps à leur serveur, de transférer les données, donc voilà, et aussi de stocker toutes les histoires de chacun. Donc, tous les mots qu'on a entrés, tous les prompts. Donc, c'est aussi ça. C'est leur serveur de stockage, d'inférence aussi. C'est pas juste l'entraînement, en fait, qui serait coûteux. Et ici, aujourd'hui, est-ce que vous utilisez beaucoup ces modèles-là dans le cadre de vos recherches, même ou bien dans le cas de... Pas du tout, en fait. C'est peut-être une réponse un peu vous n'utilisez pas ChatGPT, pas Anthropic non. Parfois pour trouver des exemples, pour voir un peu, mais plutôt de façon pour faire des investigations. Donc, j'ai fait des tests, parce que ça aussi pour le codage, donc je code beaucoup. Donc là, parfois je demande, ça. Pour vous, c'est quoi le meilleur modèle que vous avez pour le codage, par exemple, pour faire du codage? Oui, Claude. Claude, elle est très bon. Bien, très performante. Maintenant, je ne suis pas experte dans ce domaine. Donc, est-ce que vous avez essayé le chat? Non, j'ai entendu parler, mais oui. Est-ce que vous trouvez ça bizarre que l'Europe n'ait pas de LLM, à part le chat, mais il n'est pas très très bon non plus? Oui, Mistral, oui, c'est ça, le chat. Oui.
Mais il y a des initiatives aussi à Delft, aux Pays-Bas. Il y a un modèle néerlandophone qui est sorti là-bas. Il y a Eurobird aussi, donc les transformeurs pour beaucoup de langues européennes. Ouais. Il y a un gros buzz sur l'IA et les jeunes aujourd'hui, on dit qu'en entreprise, l'avenir c'est l'IA. Dans toute notre société aujourd'hui, ils veulent implémenter des solutions en IA pour aider à la productivité des collaborateurs. Un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans ça, vous êtes professeur ici à l'Université de Namur, vous encadrez des chercheurs et tout ça, vous donnez cours. C'est quoi les compétences aujourd'hui qu'il faut pour un jeune qui sort d'université pour qu'il soit en mesure d'être un bon ingénieur en IA, par exemple? Il faut faire quoi comme filière et être fort en quoi? En statistique? Il faut être curieux, il faut travailler dur aussi, mais je veux dire, évidemment, il faut des statistiques. Aussi, il faut être capable de programmer. Donc, le code, ça reste Quel important. Langage? Quel langage? Le plus de langage possible, en fait. Le plus de langage possible. Oui, et des différents paradigmes. Peut-être un langage fonctionnel, langage impératif. Donc, différents styles de programmer, orienté objet, mais donc aussi dans plusieurs langues, pour avoir et aussi lire beaucoup. Il faut un regard large. Parce qu'aussi, la technologie, aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça sera différent. Donc, et dans 40 ans, c'est leur carrière, et on travaille beaucoup plus, de plus en plus. Donc, il faut être capable de switcher et d'évoluer. Donc, bien cultiver pendant les études la réflexion, poser les questions critiques, ne pas tout outsourcer vers ChatGPT, mais vraiment développer sa propre pensée et garder un intérêt large. Lire beaucoup sur plusieurs sujets. Et comme ça, sinon, si vous êtes capable de juste programmer dans un seul langage, je ne sais pas, une certaine technologie de pointe en 2026, mais pas en 2030, c'est déjà passé, voilà. Mais si vous êtes plus large, vous serez capable d'adapter, de vous adapter, d'apprendre. On est tout le temps, moi aussi, j'apprends chaque jour encore de nouvelles choses. On doit rester flexible, ça c'est et garder la curiosité. Est-ce que vous avez senti une hausse des jeunes qui sont intéressés par l'IA depuis le buzz qui a commencé il y a 3 ans? On fait des démonstrations lors des journées des printemps des sciences, par exemple, avec des élèves de secondaire, de primaire. Là, on sent beaucoup l'intérêt, le buzzword, tout le monde connaît. Voilà. Ça vous a aidé, ça a aidé quand même la filière de la recherche. Aussi. Maintenant, en Belgique, il y a juste une formation en fait à Bruxelles, à la VUB, qui forme les étudiants dès le bac 1, donc à 18 ans, dans la discipline de l'intelligence artificielle en Belgique. On doit d'abord étudier l'informatique. Ou soit faire une année en plus si vous avez déjà un autre bachelier. Mais il faut les bases d'informatique. Aux Pays-Bas et dans d'autres pays, on peut déjà étudier l'intelligence artificielle à partir de 18 ans. Et ça, c'est très différent, je pense. Il arrive aussi à avoir beaucoup plus de filles dans leur formation parce qu'ils ont des cours en psychologie cognitive, en linguistique, ce qui est aussi très, très important et c'est dans l'intelligence artificielle. Et c'est souvent oublié, en fait. Quand on prend l'approche informaticien, mathématiques aussi, on oublie souvent le côté cognitif, mais qui est en fait très instructif et très important si on veut vraiment développer une compétence et une vue plus large sur le domaine. Donc ça, je pense pour les jeunes, c'est bien d'avoir pour leur formation, d'avoir une perspective plus large. Et en Belgique, ça existe qu'à la VUB, en flamand, on peut étudier ça, pas encore à Namur. Mais ici, on collabore beaucoup avec la faculté de gestion et sciences économiques. Donc, on travaille beaucoup
avec ces étudiants-là. Et aussi, dans le master, il prend les cours en IA. En tout cas, on voit beaucoup de sociétés qui sont en train d'implémenter des solutions en IA générative surtout. Oui. Parce qu'aujourd'hui, essentiellement, c'est celui qui est le produit le plus abouti, j'ai envie de dire. En IA, vous travaillez beaucoup avec des agents en IA. Oui. En IA agentique, bon, je ne sais pas si je vois beaucoup d'implémentation en agentique. Oui, mais aussi c'est une définition AI agentique que c'est aussi les entreprises qui ont un peu poussé en académique. On ne parle pas de AI agentique, agentic AI. Mais la définition, c'est que agentique, c'est une AI qui peut faire des choses. Oui, voilà, qui a des API derrière. Voilà. Donc, il peut effectuer une requête Google ou il peut composer un mail. Vous avez vu OpenClaw? Vous avez vu tout ce que OpenClaw peut faire? Un peu, mais je n'ai pas tout suivi, je dois être honnête. Non. Il peut envoyer des mails pour vous. Il peut, oui, c'est comme un personal assistant, un peu. Donc, oui, il y a des API derrière. Mais le fond reste le même. Hein. Il y a toujours le next token prediction, mais il peut parfois envoyer une requête. Pour nous, quand je parle de agence, c'est différent. C'est pas dans ce contexte-là. Non. En fait, un agent, un agent, c'est une entité autonome. Donc, ça veut dire, pour eux aussi, c'est une petite API, send mail, OK? Mais pour moi, en fait, pour nous, dans le monde de la recherche, un agent peut... En fait, à 3 critères. Il peut percevoir le monde à travers de ses propres capteurs. OK. Il peut agir, raisonner, perceive, reason, act. Ça, c'est le fameux cycle. Perceive, reason, à travers le monde, mais basé sur ses connaissances et sur ce qu'il voit. Et act, donc faire quelque chose. Donc, ça vient de là. Et c'est important qu'il n'y a pas de contrôle central. Ce qui est le cas dans le LLM. Il y a un LLM et voilà, il va outsourcer vers des API, mais à la fin, c'est lui qui va en fait, tisser le texte après. Pour nous, c'est vraiment distribué. Et ça, c'est l'avantage qu'on gagne avec ça, avec un système distribué où chaque agent a juste sa propre tête, en fait, et il ne peut pas regarder dans la tête des autres. C'est la robustesse. Donc, qu'on peut vraiment mettre les agents dans plusieurs contextes, qui savent s'adapter, qui n'y a pas de crash complexe, parce qu'on n'a pas cette central control. Donc, ça, c'est vraiment la différence de fond. Oui. On a beaucoup parlé de LLM et d'IA agentique. Le but ici, c'était surtout de comprendre ce qu'est l'IA. Et je pense que je sors d'ici avec une meilleure compréhension. C'était intéressant de comprendre les fondamentaux de l'IA et de voir surtout vers quoi ça va. On a parlé de l'AGI. Vous ne croyez pas trop qu'on ira vers l'AGI? Non. Non, ça dépend de la définition, mais pas comme un être humain. Même un enfant de 2 ans ou de 1 an, la capacité d'apprendre si vite, donc aussi à partir d'un input, d'une entrée limitée, limité évidemment tous les jours, il voit, tout, etc. Mais si on compare ça avec les textes de LLM, déjà juste le mécanisme, comment le cerveau humain le fait, on ne va pas atteindre ça dans les X prochaines années, je pense. Ouais, j'en suis sûre. Parce qu'on n'a même pas bien compris comment ça fonctionne aussi. Comment on sait faire ça si vite, si bien. Donc, il y a beaucoup de recherches qui doivent encore être faites. Donc, peut-être juste un dernier point. Alors, ce qui est intéressant au niveau du safety de l'IA. Est-ce qu'on court le risque de se retrouver dans Terminator, où on a l'IA qui se révolte, qui... C'est un débat très large et important, je pense. Est-ce que mathématiquement ou scientifiquement, c'est possible qu'une machine qu'on conçoit en tant que scientifiquement sur base des probabilités, qu'elle puisse au fait se défaire du contrôle de l'être humain? Est-ce que c'est théoriquement, est-ce que c'est possible? Elle va théoriquement, si je suppose, alors dans votre scénario, vous mettez le LLM, le Generative AI, dans un robot.
parce que sinon, Oui. ça reste dans un ordinateur, Oui, évidemment. oui. Donc ça, il peut donner des instructions. Ça, on a vu plusieurs exemples où le LLM donne des instructions à des êtres humains à faire des bêtises avec des impacts réels sur d'autres êtres humains. Donc ça, influencer les êtres humains, ça existe déjà. Hein? Donc où le LLM va faire ça, il va pousser les gens. Maintenant, si on implante un LLM dans un robot qui est capable de faire des choses, on est en train de faire de la recherche. C'est pas si simple de combiner, de coupler en fait le moteur stochastique des LLM de Next Token Prediction avec des capteurs et des actuateurs d'un robot. Oui. C'est pas encore le lien entre les deux, c'est de la recherche active encore. Okay. Maintenant, évidemment, le robot, si on peut dire ça comme ça, le LLM peut générer des instructions nocives, hein, donc pour, je ne sais pas, tuer quelqu'un, oui, ça, il peut, ça existe, ça dépend du prompt aussi et du contexte, mais le LLM ne va jamais lui-même prompt. Il faut un prompt, hein, c'est réactif. Oui. Mais là vous parlez beaucoup d'LLM. Oui. Mais parce qu'on a vu avec les modèles de raisonnement qui sont sortis, il y a quand même une forme de réflexion entre guillemets indépendante. Le LLM, il raisonne et il aboutit à une forme de conclusion sur base du prompt qui est arrivé. Mais avec une recherche un peu plus avancée, est-ce qu'il y a un risque réellement d'avoir une IA, peut-être pas sous forme de LLM, je ne sais pas s'il y a une autre forme que l'IA peut prendre, j'en sais rien du tout, mais où on arrive à vraiment le scénario de Terminator, ça que j'ai envie de dire, avec des machines qui se révoltent, qui prennent le pouvoir. Déjà, sur Internet, il y a beaucoup de bots qui se parlent l'un avec l'autre sur des scénarios comme ça. Donc, sans corps, ça existe déjà, les LLM qui se parlent comme ça. Maintenant, le Terminator, je ne vois pas directement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de dangers, en fait, d'autres dangers que ce type de danger. Que le Terminator. Oui, l'influence sur nos enfants, sur l'éducation, sur donc, les companion bots, hein, donc dans WhatsApp, dans toutes les plateformes, réseaux sociaux que les jeunes utilisent, aussi les plus vieux utilisent. Il y a un bot qui leur parle et qui devient leur ami. Et c'est une dépendance. Voilà. Je pense qu'il y a pour notre état mental et humain, il y a beaucoup de dangers qui sont beaucoup plus grands que le Terminator. Qu'on peut dire, on peut juste sortir la batterie et c'est fini. Mais est-ce que les LLM vont nous rendre plus bêtes? Parce qu'aujourd'hui, si les gens ils cherchent plus. Ils veulent envoyer un mail. Ils tapent sur ChatGPT ou sur Claude et puis on rédige un mail. Est-ce que les gens ils disent que ça sera comme passer du cheval aux voitures à moteur? On libère les capacités de l'être humain. On n'a plus besoin d'avoir des gens pour monter les chevaux. Maintenant, on rentre dans une voiture et il y a le moteur qui tourne pour nous. On n'a plus besoin de faire l'effort physique. Mais les LM, l'intelligence, ça sera peut-être un peu pareil, dans le sens qu'on va libérer les capacités de l'être humain. Plutôt que de passer du temps à essayer de réfléchir à faire un mail, par exemple, on donne ça à l'IA et nous, on peut réfléchir. Mais ça ne nous rend pas un peu bête, tout ça? Bête, pas, parce qu'en fait, bien sûr, si on fait que ça, fais ça, mais on doit... Je pense que, en fait, pour les jeunes qui vont travailler pour la première fois, qui se lancent sur le marché de travail, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui parce qu'il y a les LLM qui peuvent peut-être prendre leur boulot. Mais donc, c'est plus important que jamais de pouvoir se distinguer et de... Parce que si on a besoin si on a des couches dans une entreprise, peut-être les nouveaux arrivants qui doivent encore... Normalement, ils apprennent on the job, encore à faire des choses. On arrive de l'université, on doit encore apprendre beaucoup dans l'expérience. Et cette étape de l'expérience, je crains qu'on va un peu perdre ça
parce qu'on ne va plus apprendre on the job, plus Oui. on va outsourcer. Et après, pour aller à des carrières plus hautes, hein, donc on avance, ça va devenir de plus en plus difficile parce qu'on n'a pas eu cette expérience, Oui. mais on a outsourcé. Donc il y a vraiment un danger, peut-être pas de devenir bête, mais de ne pas acquérir des capacités à travers de l'expérience, Oui. comme on a toujours eu Oui, comme ça a dans nos toujours été le carrières. cas. Oui, Oui. il y a toujours eu des élèves qui commencent et qui apprennent avec quelqu'un qui est déjà plus expériencé, etc. Donc ça, maintenant, c'est avec le LLM, OK, hein, donc il n'y a plus de l'être humain de l'autre côté. Ouais. Je ne peux pas prédire la future, hein, mais je pense que ça va être Mais vous pensez que certains boulots vont clairement disparaître. Ça va changer. Ouais, moi, Oui, je pense que d'ici oui, 2 ans, oui. il y aura beaucoup de boulots qui vont disparaître. Oui. Mais donc, il faut aussi être capable de Faire le switch. faire le switch et oui, de se former, d'être au courant, de travailler avec les systèmes AI génératifs, OK, hein, c'est très important. Mais aussi, oui, déjà de réfléchir plus loin donc, on doit être plus que jamais actif, proactif, je pense. Est-ce que ça va impacter la façon dont les cours sont donnés à l'université, par exemple? Déjà, hein, oui, c'est la réalité, parce qu'on ne peut plus évaluer en fait les travaux écrits. On peut donner en feedback, hein, donc, mais on ne va pas évaluer un LLM. C'est difficile. Chaque professeur, en fait, on est souverain. Hein, chaque professeur peut décider pour lui-même, mais chez moi, il y a des devoirs, etc. Mais je donne un feedback, je ne donne pas de notes, j'évalue le jour de l'examen. Et une partie de l'examen aussi couvre le devoir, par exemple. Les travaux pratiques, c'est mort alors? Oui, les travaux pratiques ne sont pas morts, mais les côtés, ça c'est mort. Donc attribuer des points aux travaux pratiques faits à la maison, ça c'est plus vraiment possible. Maintenant, ceci dit, c'est très important déjà de faire des exercices. Donc, nous, on est en train d'innover et de trouver des solutions pour rendre attractifs toujours les travaux pratiques. S'il n'y a pas de points, donc voilà, pour vraiment dire, voilà, c'est pour vous, hein, pour vous aider à cultiver votre pensée, pour aller plus loin dans la matière, hein, pour avoir une connaissance plus large, plus flexible. Mais ça, c'est pas si facile que ça. Ça ne fonctionne pas encore avec tous les étudiants. Voilà. Donc, c'est plus comme à l'époque, hein, où les travaux pratiques, ça permettait vraiment d'assimiler la matière, de passer du temps à réfléchir. C'est très important de prendre ce temps. On ne peut pas avoir une bonne note sur un examen si on commence 2 jours avant l'examen de réviser le cursus. Non, il y a beaucoup plus. Hein, il faut travailler, Bon, voilà. Écoutez, merci. Je pense qu'on a fait le tour de la question et sur les questions de l'IA. Voilà. Moi, je suis très, très enthousiaste par rapport à l'IA. Je pense que l'IA, ça va vraiment révolutionner le monde. On verra qui va gagner économiquement. Moi, je vois ça toujours comme ça, économiquement, de la révolution. J'espère que l'Europe pourra trouver un pied sur lequel danser et ne pas être que le régulateur. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Je ne sais pas, les UNIF, je pense que vous faites votre travail. Il faut qu'il y ait les entreprises aussi qui aident, qui, à l'implémentation de l'IA, le côté un peu plus pratique, qui change la vie des gens. Merci, professeur, en tout cas, de nous avoir accueillis aujourd'hui à l'Université de Namur. Et on prendra le temps de faire un 2e épisode, mais maintenant, ça sera sur l'IA en entreprise, pour voir comment est-ce que les sociétés appliquent ce que vous faites comme recherche, comment est-ce qu'ils mettent ça en place pour avoir un réel avantage économique sur le terrain et dans l'industrie. Merci beaucoup.